En route vers la présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour à vous, ravi de vous retrouver. Bonjour Gilles. Bonjour Guillaume. Bonjour Marine Le Pen. Bienvenue sur l'antenne de Radio Classique et de LCP. Alors il y a des questions de forme et des questions de fond après le discours de Toulon. Sur les questions de forme, est-ce que vous êtes d'accord avec la gauche, c'est-à-dire de réclamer finalement l'intégration de ce qui s'est passé hier soir à Toulon dans les comptes de campagne du président de la République? Ah bah oui, incontestablement, c'est... Mais tout le monde le dit, mais est-ce que vous allez faire une démarche officielle? Oui, je crois qu'il faut faire une démarche officielle maintenant auprès du CSA notamment, puisque ce show... C'est un show, c'était pas un meeting, c'était pas un discours présidentiel. Il y avait un réalisateur, manifestement. L'ensemble des télévisions se sont vus livrer des images réalisées probablement par une société. Il faudrait d'ailleurs savoir ce qu'il en est, en savoir un petit peu plus. Et puis le discours était évidemment un discours de candidat. C'est d'ailleurs étonnant pour quelqu'un qui a rabâché le mot vérité pendant tout le discours. La première vérité qu'il aurait pu donner, c'est celle qu'effectivement il est candidat. Au moins les choses auraient été claires. Sur la forme, justement, parce qu'on reste sur la forme, c'est important. Est-ce que vous trouvez normal, pas normal, logique, étant donné ce que disait tout à l'heure Guillaume Tabar, qu'il ait envoyé ce discours justement à Angela Merkel avant de le prononcer? Ah non, mais c'est une véritable honte. C'est une humiliation totale, mais c'est la démonstration de ce que je disais, à savoir que aujourd'hui, Nicolas Sarkozy prend ses ordres en Allemagne. C'est terrifiant, mais c'est ainsi. Parce que c'est probablement la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'un président de la République française envoie, avant de l'avoir prononcé, son discours à la chancelière allemande. Est-ce qu'il est revenu à noter? Elle lui a mis une note, elle l'a corrigé. Tout cela, évidemment, est une humiliation. C'est un véritable axe politique. Non, mais de toute façon, il demande une cogestion. C'est une humiliation pour le peuple français. La réalité, c'est que Nicolas Sarkozy n'a quasiment strictement rien dit hier, sauf qu'il allait abandonner la souveraineté de la France, et la France va savoir à quelle sauce elle va être mangée ce matin. C'est-à-dire qu'il faut qu'on attende le discours d'Angela Merkel pour savoir très exactement ce qui nous pend au nez. Gilles Leclerc. Oui, puisque Nicolas Sarkozy, lui, propose une vision, une sortie de crise au niveau européen. Vous, c'est l'inverse, c'est une sortie de crise au niveau français. Est-ce que vous pensez que l'euro ne va pas tenir jusqu'à Noël, ou en tout cas jusqu'au mois de mai prochain? Mais je ne sais pas combien de temps il va tenir. Ça dépendra de l'énergie qu'ils mettent à tenter de le sauver. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'ils sauvent l'euro, ils le sauvent avec notre argent. C'est-à-dire qu'ils veulent le sauver à tout prix, mais le prix devient absolument exorbitant pour les peuples. Or, on voit bien que non seulement les peuples payent, et là encore, gros mensonge de Nicolas Sarkozy hier, il n'a pas dit aux Français combien allaient coûter les plans de renflouement qu'il veut mettre en œuvre pour sauver l'Italie, l'Espagne, la Grèce, etc. etc. Il a même dit le contraire, pardonnez-moi, il a dit que ça ne coûterait rien du tout. Mais bien sûr, ça nous a donc... Donc, M. Nicolas Sarkozy n'a pas vu... Pour la crise de 2008, il a parlé de la crise de 2008, en disant que ça n'avait coûté strictement rien à aucun Français. Eh bien voilà un gros mensonge, puisque notre dette s'est aggravée de 60 milliards que nous avons engagés dans les différents plans de renflouement, les 2 plans de renflouement grecs, le plan irlandais et le plan portugais. Or ces 60 milliards supplémentaires de dette, eh bien nous les payons évidemment en intérêts, et ces intérêts sont de plus en plus chers. Donc je crois encore une fois que chacun est conscient que l'euro n'est plus viable, mais qu'encore une fois, personne ne veut le dire le premier. Dans l'urgence, qu'est-ce que vous pourriez faire? On connaît vos positions, effectivement, il faut sortir de l'euro, mais dans l'urgence absolue des semaines ou des mois qui viennent, qu'est-ce que vous auriez pu attendre du président de la République? Mais encore une fois, se tourner, comme le disent maintenant un nombre de plus en plus important d'économistes et d'observateurs, se tourner vers les partenaires européens et indiquer qu'on met fin à l'expérience de l'euro, que cette expérience est désastreuse sur le plan économique, qu'elle est désastreuse sur le plan social, que les cures d'austérité qui se multiplient pour sauver l'euro, en réalité, aggravent la récession économique. Ça veut dire des dévaluations, donc des conséquences très importantes également pour les Français, le pouvoir d'achat des Français. Non, monsieur, c'est pour l'instant, c'est maintenant le pouvoir d'achat des Français qui s'effondre. C'est les 35 taxes que Nicolas Sarkozy a créées depuis son arrivée au pouvoir. C'est encore une fois les plans de renflouement qui consistent à payer les dettes de nos voisins avant même d'en
envisagé de commencer à rembourser la nôtre. C'est l'augmentation spectaculaire du chômage liée à une monnaie qui est évidemment surévaluée. C'est maintenant que le pouvoir d'achat est en train de s'effondrer. Bon, donc je pense qu'un plan concerté, se fondant d'ailleurs sur le couple franco-allemand comme moteur de retour aux monnaies nationales, d'arrêt de cette expérience désastreuse, de fermeture de la parenthèse de l'euro, m'apparaît être la seule solution. Et d'ailleurs, nous y viendrons. Ce qui est terrible, c'est qu'on est en train de perdre du temps. Moi, je crois que l'Allemagne y pense déjà, mais la France, elle, de manière béate, espère toujours sauver ce qui n'est plus sauvable. Madame Le Pen, est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'actuellement est en train de naître dans la campagne quelque chose qu'on n'avait pas entendu depuis longtemps, parce qu'il a évoqué Adenauer, De Gaulle, c'est-à-dire un sentiment anti-allemand dont vous seriez, Montebourg et vous et un certain nombre d'autres, les tenants, c'est-à-dire on est en train de faire une Europe allemande. Bah écoutez, c'est la vérité. Excusez-moi, quand j'ai dit que Nicolas Sarkozy nous avait décrit l'Europe à la Schlag, je suis désolé, mais c'est exactement ça. C'est l'Europe allemande de l'austérité, des sanctions, l'Europe punitive. L'Europe punitive. Vous êtes contre l'austérité ? Ah, mais si c'est l'austérité vis-à-vis des classes moyennes et des classes populaires, oui, je suis contre. S'il s'agit de baisser les indemnités du président de la République qui s'est augmenté 173%, s'il s'agit d'arrêter les gaspillages qui continuent à être effectués par l'État français, s'il s'agit de limiter drastiquement l'immigration que Nicolas Sarkozy a laissé exploser avec le coût afférent, oui, bien sûr. On va demain, après l'élection, et pourquoi ne l'a-t-il pas fait depuis 5 ans, alors que l'on sait pertinemment que les problèmes d'immigration clandestine se sont aggravés. Mais surtout, Monsieur Durand, l'immigration légale, celle sur laquelle il a un pouvoir direct, pourquoi celle-ci a augmenté de 80% par rapport à ce qu'elle était sous Lionel Jospin ? Mais lundi, il a rendez-vous avec Angela Merkel, justement. Il a expliqué assez longuement pendant ce meeting. La première chose, c'est que l'euro était irréversible. La deuxième chose, c'est ce qu'il fallait faire, c'était modifier les traités, qui sont les traités qui accompagnent justement la naissance de l'euro après le référendum de 92, et que c'était ça qui clochait aujourd'hui. Est-ce que vous êtes pour justement la modification de ces traités ? Oui, mais pas du tout dans le sens dans lequel il va les modifier, puisqu'il s'agit ici de retirer aux Français les derniers pans de leur souveraineté. Le peuple français ne sera plus un peuple souverain. Et quand Nicolas Sarkozy ose nous dire que la souveraineté s'exerce avec d'autres, je pense que ça doit être ce qu'on a dit à Madame Bettencourt quand on l'a mis sous tutelle. Vous inquiétez pas, Madame Bettencourt, la liberté... Ah, mais c'est exactement la même chose, monsieur. Excusez-moi, monsieur Durand. Madame Bettencourt ne pourra plus gérer son patrimoine, elle ne peut plus faire un chèque toute seule, mais c'est exactement ce qui va nous être appliqué. Nous ne pourrons plus demain décider de notre budget, nous ne pourrons plus décider librement de nos dépenses, nous ne pourrons plus librement décider de notre fiscalité. C'est-à-dire que nous ne sommes plus... en Europe que l'euro était irréversible. Mais d'où il est irréversible ? D'où est-il irréversible ? Ça veut dire que donc les peuples n'ont plus le choix ? C'est ça qu'il est en train de nous dire ? Eh bien, c'est cela que je combats. Le référendum de 92 a été voté. Le référendum de 92 a été voté. Oui, bien sûr. Et le traité de Lisbonne, il a été rejeté par les Français. Et ça n'a pas empêché Nicolas Sarkozy de nous l'appliquer et aujourd'hui de nous dire que le traité de Lisbonne n'est pas applicable. Alors, par conséquent, je pense que c'est le peuple, en l'occurrence, qui est sage. Croyez-moi que si les Français savaient ce que l'euro allait donner sur le plan économique, très probablement, ils auraient été une majorité à le refuser lorsqu'il y a eu un référendum sur ce sujet. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que la campagne s'ouvre sur au moins une chose très claire. Nicolas Sarkozy et François Hollande, parce que François Hollande aussi, il est pour le fédéralisme européen, il est pour le maintien de l'euro à tout prix. Ils vont défendre la soumission de la France à une structure supranationale. La seule candidate qui sera la candidate de la liberté du peuple français, de la souveraineté du peuple français, ce sera moi. Avant que Gilles n'intervienne, j'aurais donner un petit détail sur ce point-là. Quand il avance comme argument hier à Toulon que la sortie de l'euro, c'est la multiplication de la dette par 2, vous lui répondez quoi ? Mais c'est un chiffre complètement ahurissant. Vous me direz, il y a quelques mois, il avait dit par 2 ou par 3. Vous voyez, c'est un peu vague. C'est 1700 milliards la dette. Donc à 1700 milliards près, le président de la République ne connaît pas les grands chiffres de l'État. C'est une absurdité. Alors, si on sort de l'euro, la nouvelle monnaie nationale, forcément, est dépréciée. Donc la dette est augmentée. Non, mais d'abord, je ne suis pas là pour faire... Non, mais d'abord, il n'a jamais été question d'évaluer l'euro de 50%. Bon, par conséquent, ce que dit le président de la République est absurde. Voilà. Et c'est là où on voit d'ailleurs que ce n'est pas le président de la République qui parle, que c'est le candidat de l'excès, le candidat de la caricature. Bon, la réalité, c'est que si la France sort de l'euro, il n'y a plus d'euro.
Par conséquent, notre dette ne sera pas libellée en euros, l'euro aura disparu. Elle sera On aura donc toujours les mêmes créanciers, Madame Le Pen. On aura les mêmes créanciers, mais on aura la On aura toujours les liberté. mêmes fonds de pension. On aura... Bien sûr, monsieur. Il n'y a qu'une différence, c'est qu'on aura réintégré la Banque de France dans son rôle et on lui aura donné la possibilité de prêter au Trésor sans intérêt. Et je répète un chiffre que je veux que tous les Français gardent en mémoire. Entre 1973 et aujourd'hui, nous avons versé 1400 milliards d'euros d'intérêts. Or, notre dette est de 1700 milliards. Ça veut dire que nous avons enrichi les marchés financiers au détriment du peuple français. Gilles Leclerc. Et cela... parce que des responsables politiques tels que Nicolas Sarkozy, tels que François Hollande ont décidé de soumettre la France au monopole des marchés financiers. Vous avez évoqué il y a un instant François Hollande. Je voudrais revenir au propos d'Arnaud Montebourg. Il a évoqué Bismarck en parlant d'Europe plutôt allemande, un petit peu comme vous dites. Vous vous reconnaissez dans ce discours-là ? Écoutez, encore une fois, il suffit de regarder. Pendant 4 ans, la France a été soumise aux desiderata américains. Décidément, Nicolas Sarkozy considère que la France doit toujours être à la traîne de quelqu'un, doit toujours prendre modèle sur les autres. Pendant 4 ans, ça a été Obama, et puis depuis 1 an, on s'aperçoit qu'il y a une véritable fascination pour le modèle allemand, et que en toutes circonstances... François Mitterrand, écoutez, Helmut vous êtes Kohl. gentil, Non, mais- vous êtes gentil, Monsieur Durand, mais ne comparez surtout pas le général de Non, mais Gaulle les signes avec Nicolas symboliques- Sarkozy. Mais vous Les pensez- signes symboliques du franco-allemand, ils ont existé. Non, mais ça n'a rien Quand à Helmut voir. Kohl et François Mitterrand étaient sur le champ de bataille de Verdun, la main Non, dans monsieur, la main. ça n'a rien à voir, monsieur. Ça n'a strictement rien à Giscard, voir. Schmitt, c'est pas Il nouveau, n'a l'axe jamais été franco-allemand. question, pour la France de se soumettre à un quelconque modèle allemand. Or, c'est ce que fait aujourd'hui Nicolas Sarkozy. Il veut adapter, il parle de convergence, il s'agit en réalité de fusion. Il veut adapter la spécificité française pour en faire une globalité allemande. Et ça, c'est inadmissible. Et ses prédécesseurs, croyez-moi, ne l'auraient jamais accepté. Gilles Leclerc. Marine Le Pen, je voudrais savoir un petit peu où vous en êtes dans votre campagne électorale. J'ai vu que vous vous tournez vers le Conseil d'État à propos des parrainages. Vous en êtes où de cette procédure ? Écoutez, j'ai proposé à M. Fillon de supprimer l'anonymat des parrainages. Tous les maires de Il vous a petites répondu. communes le réclament. Tous les candidats, tous les observateurs s'aperçoivent qu'on est au bout de ce système qui a été dénaturé depuis sa mise en œuvre et qui aujourd'hui permet de faire pression sur des élus pour en quelque sorte choisir qui sera candidat et choisir qui ne sera pas candidat. Vous Et voulez ce dire qu'il y a pouvoir, ce matin un risque que le Front National, par votre entremise, ne bien soit sûr, pas candidat. Oui, il y a un risque. Et M. Fillon prend ce risque. Il vous a répondu, François Fillon. Oui, il a refusé avec des arguties juridiques. La réalité, c'est qu'il prend le risque politique d'interdire à un candidat qui est à 20% dans les intentions de vote d'être présent. Et vous êtes Est-ce Est-ce que nous sommes que, encore... par exemple, des Mais élus oui, locaux mais ont sans eu des foi. pressions? Mais 100 fois. Ah oui, Et mais vos je vous en confrères passe sont en face, allés... je vous en mets une preuve, moi. Mais monsieur Durand, vos confrères sont allés sur le terrain, ils les ont interrogés, et les maires de petites communes leur ont dit qu'ils étaient pour l'anonymat, qu'effectivement ils avaient peur pour leurs subventions, qu'effectivement il y avait des pressions des appareils politiques, qu'effectivement il y avait des pressions des communautés de communes, du conseil général, des conseils régionaux, etc., etc. Ce système est profondément antidémocratique. Pourquoi ne pas le changer? Si ce n'est pour le Premier ministre, conserver encore une fois par l'intermédiaire de la formation politique qui est la sienne, le pouvoir sur qui a le droit de se présenter et qui n'a pas le droit de se présenter. Dernière question. Alors c'est vrai qu'il y a un vrai problème constitutionnel. Est-ce que nous sommes encore dans le respect de la Constitution française? Dernière question, Toute Gilles dernière Leclerc. petite question qui concerne votre famille politique. Paul-Marie Couteau, on avait cru comprendre qu'il faisait campagne avec vous. En fait, il vient de créer son propre parti politique. Ça signifie Paul-Marie quoi? Couteau avait déjà un parti politique, je vous signale. Oui. Il n'a jamais été au Front National. Que maintenant il veuille en construire un autre en remplacement de l'ancien, c'est son problème. Mais en l'occurrence, c'est le principe de la cinquième. Il y a un candidat qui est soutenu par des partis politiques. Ça n'est pas le candidat d'un parti politique. Par conséquent, je ne vois pas, en l'occurrence, ce qui choque dans cet état de fait. Qu'allez-vous dire à Gandrange? Qu'est-ce que je vais dire à Gandrange? C'est-à-dire quand vous ferez votre grand meeting, parce qu'on a l'impression que tous les grands meetings sont des meetings qui sont... Mais je vais parler, monsieur, de la situation de l'industrie, je vais parler de la situation des ouvriers, je vais parler des scandaleuses promesses que Nicolas Sarkozy n'a pas tenues, je vais parler du nécessaire protectionnisme qui est la seule possibilité de nous préserver de la concurrence déloyale auquel on a livré nos industries, nos PME, nos PMI, notre agriculture. Je vais parler
du patriotisme économique, celui qui va faire en sorte que l'État stratège non seulement va réindustrialiser la France, mais va donner un avantage aux entreprises françaises. Quand vous voyez, très honnêtement, que la Poste achète des scooters taïwanais plutôt que des scooters français,